Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la tablette Cercle Réciproque, qui est un émetteur d'émissions duoforme qui a été mis au point dans les années 70 par l'ingénieur agronome français Jean Delafoye, qui était aussi radiesthésiste amateur. Donc cet outil est un outil de radionique, puisqu'il permet d'envoyer des émissions à distance vers une cible. C'est aussi dans le domaine de la géobiologie un rééquilibrateur d'ambiance. Et enfin, on peut s'en servir justement pour manipuler ces émissions duoformes et les tester afin d'en comprendre le mode d'utilisation et le comportement. Alors avant de partir sur ces émissions, enfin de partir sur les émetteurs plutôt, nous allons voir ce qu'est une émission duoforme. Ce serait mentir que d'expliquer que ce qui va suivre est une vérité reconnue par tous. Je parlerai donc d'hypothèse de travail puisqu'à l'heure actuelle, aucun outil de mesure autonome n'est arrivé à détecter ces étranges émissions et obtenir des résultats chiffrés. Ils ne sont donc pas reconnus par la science, malgré leurs effets incontestés sur tous les processus biologiques. Seuls les sourciers et les radiesthésistes sont à l'heure actuelle capables de détecter ces émissions au moyen de différents outils tels que le pendule ou, entre autres, l'antenne de l'Escher. Alors, il y a deux manières d'expliquer ces émissions. Une manière plutôt scientifique, et puis une autre méthode, un autre point de vue que je nommerais mathématico-philosophique. C'est celle de Jacques Ravatin. Pour l'explication, on va dire plus scientifique, donc c'est le docteur Laurent Souriau, spécialiste en électromagnétisme, que j'ai personnellement rencontré, qui explique une première vision des choses. Alors, il est parti effectivement de ces différents émetteurs mis en place par des chercheurs amateurs tels que Enel, le comte André de Bélizal ou l'ingénieur Chomry, et puis Jean Delafoye évidemment au travers des tablettes Cercle Réciproque. Et puis, il a constaté effectivement que certains processus biologiques étaient altérés par ces émissions. Par exemple, les émissions duoformes sont très actives sur la pyramide de Gizeh. Donc là ici on a une maquette qui est à l'échelle par rapport à la grande pyramide de Gizeh. Et donc il s'est rendu compte que lorsque l'on plaçait à un tiers de la hauteur, donc à l'intérieur, je vais vous ouvrir la pyramide. Donc si on positionne de la matière organique donc sur ce cube à un tiers de sa hauteur, on va ensuite laisser cette matière pendant quelques jours et on va constater qu'elle n'a pas pourri mais qu'elle s'est dessicquée, c'est-à-dire qu'elle a complètement séché. Et ça, on peut reproduire cette expérience autant de fois qu'on veut. Donc il y a bien un fait derrière cette constatation et c'est encore un mystère. Donc Laurent Souriau est parti du principe que ces émissions étaient des émissions universelles, c'est-à-dire qu'elles traversaient l'ensemble du champ de notre planète, l'ensemble de notre territoire, l'ensemble des choses, et qu'il y avait des émissions étranges. Donc il a émis plusieurs hypothèses, et notamment une qui serait liée aux neutrinos. Donc les neutrinos sont des particules qui sont générées par le Soleil ou par d'autres astres plus lointains et qui rentrent en contact directement avec notre planète et avec tous les corps vivants ou non vivants qu'ils traversent. La science officielle, elle, ne reconnaît pas l'interaction des neutrinos avec la matière. Pour elle, d'où le terme neutrino, neutre, il n'y a aucune interaction, aucun processus, alors que Laurent Souriau émet l'hypothèse que ces neutrinos pourrait, au contact du champ magnétique terrestre, se charger par le champ électromagnétique de notre planète avec une charge positive ou une charge négative, ce qu'il appelait donc des neutrinos monopôles. Ces neutrinos monopôles auraient un comportement assez similaire avec le photon, puisque on a remarqué, pas uniquement Laurent Souriau, mais les autres chercheurs que j'avais déjà cités, que les émissions duoformes se comportent comme la lumière, c'est-à-dire qu'elles peuvent être détournées, réfléchies, un peu à l'image de la lumière qui, dans un prisme de cristal, va ressortir l'ensemble des couleurs du spectre lumineux. Là, ces émetteurs d'émissions duoformes auraient la capacité de se saturer au contact des neutrinos monopôles et de générer des émissions qu'on nomme couleurs par convention, mais qui ne sont pas des couleurs réelles,
En tout cas, ce sont des couleurs, on va dire, d'émission duoforme, détectées par le pendule ou par d'autres outils fonctionnant de la même manière. Et donc ces neutrinos monopôles, au contact de ces différents émetteurs, viendraient à saturer cette matière et pourraient rentrer, activer certains processus inconnus, donc tels que la momification de la matière organique, ou encore le fait de pouvoir interagir avec des lames de rasoir pour les rendre de nouveau coupantes, la bonification du vin, etc. Donc on peut émettre l'hypothèse que ces émissions rentrent en interaction avec tous les processus de l'ordre du vivant. Alors de son côté, par différentes expériences, il a réussi notamment à aimanter de l'aluminium, ce qui est assez intéressant, incroyable, puisque l'aluminium n'est pas un métal qui interagit avec le magnétisme, en plaçant tout simplement un morceau de métal sur l'un de ses émetteurs. Donc là c'était un cercle équatorial, mais on peut aussi le faire avec la tablette cercle réciproque. Donc là, c'est une première explication, on va dire, plutôt scientifique, même si, je le répète, la science officielle n'a pas vraiment reconnu ce genre de phénomène. La deuxième explication est celle de Jacques Ravatin, qui est un mathématicien, et qui, au travers de son groupe Totaris et de l'association Arcal, il a réussi à expliquer ces émissions de son point de vue. Alors, ce sont des concepts qu'il utilise qui sont assez complexes, puisqu'il a été même amené à créer des mots pour pouvoir expliquer les concepts, ce qui est quand même assez difficile justement de prime abord. Donc je vais essayer de vous l'expliquer de manière claire. Donc selon Jacques Ravatin, nous baignons dans un champ de cohérence locale. Alors le champ de cohérence locale, ce sont l'ensemble de nos repères physiques, que ce soit en termes de distance, en termes de temps, en termes de luminosité, de notions plus physiques, donc sur l'électricité, sur la lumière, sur le son. Donc ce sont l'ensemble de nos repères qui nous permettent de nous déplacer, de comprendre le milieu dans lequel nous vivons. Donc c'est ce qu'il appelle le champ de cohérence, donc le champ de cohérence local. Pour lui, il existe un champ de cohérence global qui englobe notre champ de cohérence local et hypothétiquement d'autres champs de cohérence locaux. Et ce champ global serait à l'origine des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre, tels que les phénomènes ovnis, d'Antise ou autres phénomènes complètement inconnus, où là nous perdons complètement nos repères ou partiellement nos repères parce que nous ne sommes pas à même de comprendre avec nos sens ces étranges phénomènes, et puis nos matériels scientifiques ne sont pas à même de mesurer ces phénomènes sur le long terme. Par exemple, pour les ovnis, effectivement, on détecte quelquefois ces étranges apparitions sur nos radars, sur les sonars, mais ça disparaît aussi vite que c'est apparu, donc ça reste du domaine de l'incompréhensible. Donc ce champ global, ce champ de cohérence globale, ne gérerait pas les lois de la même manière. On aurait des lois beaucoup plus étendues, des possibilités beaucoup plus importantes. Et nos anciens, donc dans le cadre de l'histoire, quand on regarde un peu les civilisations égyptiennes, mayas, incas ou d'autres civilisations asiatiques, on se rend compte que certains objets, certaines structures ne donnent pas de satisfaction lorsqu'on les explique par l'archéologie, à savoir que ce sont des objets religieux, des objets pour regarder les étoiles, donc de type astronomique. Et puis ça ne suffit pas forcément à étancher notre questionnement. Et on peut se demander si ces objets ne seraient pas justement des objets qui permettraient de rentrer en lien avec ce champ de cohérence global. Donc c'est le cas ici, l'hypothèse qu'on peut émettre sur la tablette cercle réciproque, mais aussi sur la série de demi-cercles qu'on a là, ou la pyramide de tout à l'heure. On aurait peut-être en face de nous des objets qui seraient à la fois liés au local, puisqu'elles ont un poids, elles ont une couleur, une texture, tout ça ce sont des repères locaux que nous on peut vérifier, mais elles auraient, par les spécificités géométriques, par les tracés qui seraient positionnés, donc là par exemple des trous et des rainurages, on aurait la possibilité d'entrer en contact avec un champ beaucoup plus étendu, d'où justement le fait que certains phénomènes
générés par ces émetteurs sont complètement mystérieux pour nous, puisque semblant naître de nulle part. Voilà, donc ce sont les deux hypothèses que l'on peut faire concernant ces émetteurs et concernant les émissions duoformes. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur le fonctionnement de notre fameuse tablette cercle réciproque. Donc le premier concept, c'est la notion de couleur. Donc 12 couleurs non manifestées sur le champ de Bélisal et 24 couleurs manifestées liées aux découvertes de monsieur Jean de La Foye. Donc tout commença lorsque le comte Bélisal et l'ingénieur Chaumery étudièrent certains émetteurs d'origine égyptienne. Donc d'étranges émetteurs tels que par exemple la bague Atlante. Alors là c'est une que j'ai réalisée moi-même avec une planche en chêne qui m'a permis donc de pouvoir la mesurer. Donc ce genre d'appareil ou encore le pendule égyptien. Donc ce sont d'étranges objets qui émettent ces émissions duoformes et qui les focalisent dans un but donné. Donc, ces deux chercheurs ont essayé de comprendre le pourquoi du comment, et ils sont partis sur l'étude de la forme géométrique la plus simple, à savoir la sphère. Donc, ils se rendirent compte que la sphère elle-même rayonnait des couleurs, de ces fameuses couleurs d'émissions duoformes, de ces 12 couleurs d'émissions duoformes. Donc ils reprirent les termes de couleur d'Enel, qui est le précurseur en la matière, et afin de partir sur des bases solides, ils ont décidé, armés de leur pendule et d'un stylet, de mesurer les émissions présentes sur une sphère en bois. Et ils découvrirent que la sphère était le siège d'émission duoforme, et ils trouvèrent donc sur l'ensemble de la sphère toutes les émissions couleurs qu'on peut voir ici manifestées sur le petit dessin. On retrouve effectivement de l'indigo, du rouge, du jaune, etc. Alors en fait, ils ont pris tout simplement une sphère et avec un pendule, ils ont pointé chaque zone d'une sphère. Donc là, on a une demi-sphère, mais ils ont pointé chaque zone et ils ont trouvé une couleur régulièrement placée d'un angle à un autre. Et puis, ils se sont rendus compte étrangement que dans l'heure suivante, les couleurs s'étaient déplacées. Et en fait, ils se sont rendus compte que les couleurs se déplaçaient en suivant le chemin parcouru par le Soleil dans notre ciel. Donc il y a bien une interaction entre les émissions duoformes et l'astre solaire. Pour pouvoir bloquer ces émissions sur la sphère, ils se sont rendus compte qu'en rainurant précisément une sphère, ils arrivaient à bloquer les couleurs et à les laisser aux mêmes endroits. D'où la création des premiers pendules sphériques sur lesquels on peut ensuite choisir la couleur que l'on souhaite émettre par une sphère. Et effectivement, cette sphère devient un pendule, donc on peut effectivement charger un objet avec une couleur déterminée. Ce que le cercle réciproque permet de faire aussi. Alors, ensuite, monsieur Jean de La Foye est reparti de leurs recherches et il s'est rendu compte que l'on n'avait pas 12 couleurs, mais 24 couleurs, puisqu'au double du rayon de la sphère, il a retrouvé de nouvelles couleurs qui n'étaient pas polarisées de la même manière. À savoir que pour le rouge, on avait un rouge magnétique et un rouge électrique. Pour le bleu, c'était de même. Donc on a 24 couleurs manifestées. Ensuite, il s'est rendu compte, en prenant l'exemple d'un tronc d'arbre, qu'en positionnant un clou sur cet arbre, en donc piquant l'arbre avec un clou, il arrivait à générer une couleur, à émettre une couleur en la sélectionnant, et qu'elle allait apparaître à 180 degrés sur le cercle du tronc d'arbre. Voilà, donc c'est une découverte que lui a fait, ce qui a permis de pousser dans la connaissance de la notion d'émission. Ensuite, deuxième critère qui est utilisé sur les tablettes cercle réciproque, c'est la notion d'axe directeur du champ d'émission duoforme. Donc au départ de ses recherches, monsieur de La Foye avait suivi les travaux de ses mentors, et puis il s'est vite rendu compte que le fait de pouvoir détecter les couleurs, c'était assez limitatif, puisqu'il ne pouvait pas derrière avoir une notion qualitative des émissions. Est-ce qu'elles étaient bonnes, mauvaises, est-ce qu'elles pouvaient être utilisées dans un travail ou dans un autre? Il lui manquait un vocabulaire et une technique. Il a fait à ce moment-là la connaissance salutaire, si j'ose dire, de monsieur Jean-Gaston Bardet, qui a écrit lui-même un livre qui s'appelle Mystique et Magie.
Alors ce monsieur, il était ingénieur dans les ponts et chaussées, donc spécialiste en urbanisme et en ouvrages divers dans la construction. Et donc lui, il a étudié à ses heures perdues les langages anciens, les langues anciennes, notamment l'hébreu carré, et il s'est rendu compte que ces langues anciennes avaient la capacité d'émettre en émission duoforme ce qu'elles représentaient au niveau du sens des mots. C'est-à-dire que l'hébreu carré, par exemple, donc là on a un pendule, sur ce pendule est écrit en hébreu carré magie, et ce pendule va réagir en fonction justement de cette notion de magie. C'est-à-dire que si un objet est reconnu comme étant en interaction avec le global, pour reprendre les mots de Jacques Ravatin, le pendule va se mettre à tourner, sans que l'opérateur en ait la volonté, évidemment. Et donc bon, pour cet exemple-là, on a aussi le shin qui représente le champ vital. Donc voilà. Et on a ici un mot en hébreu qui veut dire ici jaillira de l'eau. Donc voilà, donc on a dans le cadre des recherches sur l'eau. Donc monsieur Jean de La Foye avait trouvé là une manière de pouvoir réaliser une étude qualitative sur les émissions qu'il générait avec ses émetteurs. Donc ça l'a quand même pas mal aidé. Et sur la tablette cercle réciproque, donc on va retrouver ce rainurage. Et ce rainurage-là, il a été généré en utilisant le tétragramme hébreu qui représente le nom de Dieu, qui signifie je suis en hébreu carré, et en rainurant en fin de compte, en prenant le cercle des couleurs, il a vérifié que chaque lettre émettait une couleur, et en fonction de la couleur émise, il a tracé sur le cercle, on retrouve l'ensemble des couleurs, il a tracé les rainurages pour arrêter l'émission de chaque lettre de ce tétragramme. Il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il avait un parfait émetteur d'émission duoforme équilibré. Alors pour ma part, moi je l'ai effectivement mesuré, c'est-à-dire que je suis parti au début, lorsque j'ai construit mon émetteur, uniquement en perçant les trous. Ensuite j'ai mesuré, je me suis rendu compte qu'effectivement la tablette passait d'un état de bois neutre et se mettait à émettre une émission qui commençait à monter en puissance. Alors dans le cadre de mon étalonnage personnel, on était à 150 000 UB de tête. Ensuite, j'ai tracé les axes directeurs verticaux et horizontaux. Et là, je me suis rendu compte qu'on montait à 350 000 UB selon mon étalonnage personnel, ce qui représente de mon côté le même chiffre que lorsque je vais mesurer un petit menhir de 1,50 m à 2 m de haut. Donc on était sur, on va dire, une augmentation de la charge. Alors est-ce que c'est la charge de neutrino monopôle ou est-ce que c'est l'interaction avec le global ou le local? Là, je vous laisse choisir la philosophie qui vous satisfait le plus intellectuellement. Voilà. Et enfin, lorsque je me suis mis à tracer ce fameux axe directeur du champ de forme qui reprend l'émission du tétragramme hébreu je suis, donc c'est-à-dire qui symbolise Dieu, on est redescendu à un émetteur équilibré à 24 000 UB qui est, selon mon étalonnage personnel toujours, la mesure que je trouve sur les émetteurs complètement équilibrés et sains. Donc ça c'est assez incroyable parce que pour ma part je ne m'y attendais pas quand j'ai trouvé mes chiffres. Voilà, c'est le pendule entre guillemets, mon inconscient qui m'a donné l'information que j'aurais bien été en difficulté de trouver autrement. Donc ça c'est le deuxième principe qu'utilise la planchette. Ensuite on a un troisième principe qui s'appelle la loi de compensation. Donc la loi de compensation, elle est dérivée de la loi des semblables qui est utilisée en magie opérative. C'est-à-dire qu'en magie opérative, lorsque l'on veut toucher une cible, on va aller chercher quelque chose qui fait partie de la cible, on va l'intégrer à un rituel et on va pouvoir viser l'objectif. Donc, monsieur de La Foye s'est rendu compte qu'en dessinant une forme géométrique avec des axes de symétrie, tel qu'un cercle, donc là c'est le cas effectivement sur notre planchette, on a effectivement des cercles. Si on pose un objet témoin sur une partie de la symétrie, par exemple ce trou, son fantôme, donc l'émission fantôme, va être redétectée de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc c'est vraiment une base opérative qu'on retrouve aussi bien en magie qu'en émission duoforme. Donc
Partant de ce principe, il a intégré aussi à sa planchette cette loi-là. Enfin, le dernier point, le quatrième point intégré dans cette planchette, c'est la notion de champ vital. Monsieur de la Foye, en bon ingénieur agronome, avait aussi étudié les émissions générées par le vivant. Donc savoir une plante, un corps humain, un animal, puisqu'il avait l'occasion d'en manipuler énormément dans le cadre de son métier. Et il s'est rendu compte que la signature du vivant qui était détectable au pendule était manifestée par des séries de cercles se répétant en fractales et se dupliquant, un peu à la manière, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la multiplication cellulaire. Là où le vivant semblait se cristalliser par des cercles, le champ physique, lui, c'est-à-dire le champ de la matière, semblait se chevaucher sous forme de fractales hexagonaux. Et ça, c'est très très intéressant lorsque vous creusez les dessins liés à la magie, parce qu'on se retrouve que la symbolique, ces symboliques-là sont complètement reprises, et on peut se poser la question justement de la science des anciens. Savoir, est-ce qu'il n'existe pas une science liée à la magie, liée à l'architecture religieuse des peuples anciens. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et qu'au GEPI, on étudie, et via notamment cette planchette. Dans son livre Onde de vie, onde de mort, Jean de la Foye tentait d'expliquer comment était créée une onde de forme. En fait, il s'est inspiré d'un petit croquis sur lequel il fait apparaître différents critères qui permettent de déterminer la génération d'une onde de forme. Premièrement, la notion d'interaction avec la gravité. La gravité terrestre va en effet amplifier les émissions duoformes. Le deuxième flux, c'est un flux d'énergie. Alors le flux d'énergie peut être de type électrique par exemple, de type lumineux, ou d'autres types d'énergie, tels que par exemple l'énergie vibratoire générée par un courant d'eau souterrain. Ensuite, on a la notion d'intercepteur, c'est-à-dire notre émetteur d'émission de forme qui va renvoyer l'émission duoforme, qui va la générer. Et enfin, on a ce dernier train d'énergie. Alors j'aime pas utiliser ce mot énergie parce que derrière on a une définition liée à la physique. L'énergie, c'est ce qui permet de créer un travail. L'onde de forme étant difficile à détecter, il est difficile d'employer le terme d'énergie. Donc je vais dire tout simplement l'émission d'onde de forme. Donc on a, je récapitule, l'onde de gravité. On a ensuite le flux d'énergie qui va alimenter l'émission duoforme, un intercepteur, et puis enfin l'émission duoforme qui va être, elle, émise à un angle bien précis de l'intercepteur. Donc là, je vous laisse regarder le petit schéma pour pouvoir comprendre. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Pour bien définir comment a été mis en place les rainurages, les trous, et puis comment a été construite l'ensemble de la tablette. Donc la tablette, elle se compose d'une planchette rectangulaire en bois, d'une épaisseur minimum de 2 cm. Et ça, j'insiste sur l'épaisseur de ces émetteurs d'émission duoforme. Plus l'émetteur est épais, c'est-à-dire plus il est lourd, et plus l'émission duoforme va être importante. C'est pour ça que l'épaisseur du bois et sa densité, c'est pour ça que là c'est une planchette en chêne, et donc c'est pour ça que cette densité est importante quand on crée un émetteur. Donc pour moi, il est hors de question de faire avec une planchette en pin, par exemple. Par contre, si j'avais possibilité d'avoir une planchette en acajou ou en ébène, là je prends. Donc là c'est du chêne, c'est ce qui est facile à trouver. Et donc sur cette planchette, on retrouve donc des perçages et des rainurages. Donc ça, on l'a vu dans la première partie de la vidéo. Alors, les critères sur lesquels il faut bien insister pour comprendre comment fonctionne cet émetteur, c'est la notion d'abord d'énergie et de gravité. En effet, d'après ce que j'ai cru comprendre de ces différents chercheurs, il y a donc 3 méthodes qui permettent de générer les émissions duoformes. La première méthode, c'est la méthode qui consiste à générer un émetteur, de créer un émetteur lourd.
qui va donc interagir fortement avec la gravité terrestre. Plus l'objet est lourd et plus l'émission du haut-forme va être importante. Les exemples que l'on peut trouver actuellement existants, ce sont nos menhirs, nos dolmens, sur lesquels les constructeurs de mégalithes focalisaient leur construction en prenant ces émetteurs, donc à savoir de la pierre, qui est quand même très très lourd, et en les positionnant sur un flux d'énergie, à savoir la plupart du temps des courants d'eau souterrains, des failles telluriques, des lignes de force telluriques ou cosmotelluriques, en positionnant un émetteur comme ça, donc un peu comme une aiguille sur les méridiens corporels dans le cadre de l'acupuncture, nos constructeurs de mégalithes arrivaient à canaliser ces émissions du haut-forme. Donc ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire liée au poids et aux forces telluriques. Ensuite, on a une deuxième méthode qui était utilisée dans les religions anciennes ou dans la magie moyenâgeuse, on va dire, c'est l'utilisation des symboles. Donc on utilisait pour cela des pentacles, des décagones, des cercles. On les retrouve ici. Je vous l'avais expliqué tout au long de la vidéo. La magie, la théurgie, la religion utilisent des symboles. Ces symboles, on pense qu'ils ne sont uniquement que des symboles intellectuels, mais en fait on est aussi sur des symboles qui ont un lien avec les émissions du haut-forme, qui interagissent avec ces émissions que l'on a encore aujourd'hui du mal à détecter. Donc le poids, ce qui est le cas pour cette planchette en chêne, les symboles, les traits, les trous sont une deuxième méthode pour déclencher ces émissions de haut-forme. Et puis, j'en parle à titre d'information, mais ce n'est pas présent en tant que tel sur la planchette, Jacques Ravatin utilisait aussi l'électricité, à savoir des champs électromagnétiques puissants, de manière à amplifier les émissions du haut-forme. Donc si je récapitule, 3 méthodes: utilisation du poids, utilisation des symboles géométriques, et enfin utilisation des courants électromagnétiques. Si on cumule cet ensemble-là, effectivement, Jacques Ravatin, c'est lui qui a réussi vraiment à monter en puissance ces émetteurs. Et bien là, on va obtenir des vrais phénomènes, des phénomènes qui vont toucher à la science physique, à savoir que Jacques Ravatin lui avait réussi à diminuer faiblement, certes, mais à avoir diminué localement la gravité autour de son émetteur d'émission du haut-forme. Et ça, en utilisant des appareillages qui ont mesuré cette diminution de la gravité. Donc là, je vous laisse derrière imaginer l'utilisation des courants telluriques par les anciens, avec certaines statues, certains blocs de pierre, on ne comprenait pas forcément comment ils pouvaient faire pour déplacer ces pierres-là. Ça peut être une hypothèse. Et puis, la corrélation forte entre les ovnis, c'est-à-dire la vue d'ovnis par des témoins, et la corrélation avec les courants telluriques, ce qu'on appelle des laits en anglais. Et on remarque au GEPI de plus en plus que nos affaires sont associées, quand ce sont des affaires d'ovnis, elles sont associées à des courants telluriques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons focaliser nos recherches dans l'association. Donc je reviens à la tablette, donc vous comprenez le pourquoi des dessins géométriques, du poids, du rainurage. Alors, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que les trous, c'est la partie la plus importante de la planchette, parce que c'est un peu comme une carte qui serait lue par un orgue de barbarie. C'est-à-dire que quand alors, si on est sur la technique, l'hypothèse de Laurent Souriau, on va parler des neutrinos. Lorsque les neutrinos vont arriver sur la planchette, et puis si on parle de Jacques Ravatin, on va dire quand les champs issus du global vont arriver sur la planchette, le fait de tracer des trous va amener un plus à l'objet. Et ça, je m'en étais rendu compte en perçant un trou sur une sphère en bois. J'étais passé d'un objet neutre, à savoir 7000 UB sur une petite sphère en bois, à 15000 UB pour une sphère percée de part en part par un trou. On a une information supplémentaire, un lien qui se fait
entre le local et le global, ou alors, si on prend l'hypothèse de Laurent Souriau, une capacité d'émission des neutrinos monopôles qui va donc être effective, amplifiée sur l'objet pour réaliser ensuite l'émission qui va se trouver sur le cercle sud. Donc voilà sur ce point. Alors, ensuite, l'axe vertical et horizontal va permettre effectivement d'amplifier de nouveau la charge sur la planchette. Et enfin, les rainurages liés au tétragramme hébreu « je suis » va permettre d'équilibrer définitivement et d'éviter la saturation de la planchette. Maintenant, on va passer, si je puis dire, au manuel d'utilisation de la planchette. Alors, premièrement, on a ici, alors j'enlève volontairement l'aiguille, on a ici un premier cercle. Ce cercle, c'est le cercle nord. C'est lui qui va être orienté via une boussole sur le nord magnétique. Et plus précisément, non pas à 360 degrés, c'est-à-dire sur le nord magnétique, mais 5 degrés en arrière. Donc, le trait que vous avez ici doit être orienté à 355 degrés sur le cercle, c'est-à-dire à moins 5 degrés du nord magnétique. Alors pourquoi 355 degrés? Alors Jean Delafoy l'avait remarqué sans pouvoir l'expliquer. Et puis en discutant avec des radiesthésistes à la société Cervranx à Bruxelles, puisqu'on a eu l'occasion avec l'association d'aller voir Cervranx, un des radiesthésistes nous expliquait que c'était lié au niveau local, en fait, à des perturbations magnétiques locales. C'est-à-dire que quand on est localement avec une boussole et qu'on essaye de trouver le nord, on peut avoir une perturbation de l'aimant de la boussole liée à un ensemble de critères qui sont d'origine locale. Donc ce 355 permettrait de corriger ces interférences-là. Donc ça, c'est une information que j'ai eue un peu en primeur, on va dire, par un radiesthésiste qui travaille avec la société Cervranx. Donc ensuite, une fois qu'elle est orientée, à ce moment-là, on déclenche le processus que j'ai expliqué tout au long de la vidéo, le processus d'émission du haut-fort. La partie nord, le cercle nord, c'est le cercle émetteur. C'est lui qui va permettre d'orienter l'émission, de lui donner une couleur, de lui donner une puissance. Alors ici, soit on le laisse en l'état, sans aiguille, et à ce moment-là, on va avoir le plein potentiel de l'émission duoforme qui va être généré ici perpendiculairement, c'est-à-dire que l'émission va sortir, comme ça, perpendiculairement au trou sud, et on va avoir le plein potentiel, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs vont se reporter d'ici à ici, en fonction de la densité énergétique de la planchette. Moi ici, sur l'échelle de Bovis, j'ai mesuré ma planchette à 24 000 UB, et je suis en densité énergétique à 54%, c'est-à-dire que mon émetteur n'émet pas à 100% du plein potentiel de la planchette, mais émet à 54 à 55%. Ça c'est lié à son poids qui pourrait être beaucoup plus élevé, et on va voir qu'on va pouvoir amplifier l'émission pour la monter jusqu'à 100% de la pleine capacité de l'émetteur. Donc ici je peux ensuite filtrer la couleur que je veux envoyer sur le cercle sud par une petite aiguille en cuivre, un peu à l'image de l'expérience qui a été tentée par Jean Delafoy en mettant un clou planté sur le tronc d'arbre pour émettre la couleur à 180 degrés. Si je positionne par exemple mon aiguille, on va partir sur un rouge magnétique, je vais à ce moment-là avoir une émission qui va être arrêtée dans le cercle et reportée sur le cercle sud perpendiculairement. Je peux évidemment changer la couleur, faire varier la couleur que je souhaite positionner, enfin l'émission que je souhaite faire sortir sur le cercle sud. Le second cercle, donc on voit que les trois cercles sont, apparaissent, sont détectables grâce aux trous. Les trous qui sont sur les côtés définissent
les cercles. En fait, le traçage à l'encre des cercles n'a pas une importance essentielle. C'est fait pour visualiser les cercles pour nous, utilisateurs. Mais l'importance sur le traçage de la planchette pour marquer les cercles, ce sont les trous ici, les trous qui ne sont pas percés de part en part, qui sont juste des demi-trous, hein, puisqu'ils s'arrêtent à la moitié de l'épaisseur de la planchette. On voit que ces trous définissent les points d'intersection des cercles. Donc, je reviens sur mon cercle central. Le cercle central, c'est celui que je nommerai un peu le cercle microprocesseur, c'est-à-dire que c'est le cœur de l'émetteur. C'est lui qui possède le centre de la symétrie, c'est lui qui possède aussi le centre de l'axe vertical et horizontal, et le centre de nos tracés, les axes directeurs du champ de forme. Donc on est sur le cœur de l'émetteur. Ici on va pouvoir amplifier la planchette en positionnant un objet lourd. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'importance de la masse et de la densité de la planchette, mais ici je vais pouvoir positionner par exemple une boule de pétanque, je vais pouvoir positionner des petites planchettes en bois qui sont utilisées pour les jeux pour enfants, dont je ne donnerai pas la marque, mais vous les avez reconnus, hein, on les retrouve dans tout bon magasin de jouets. Ça commence par un K, ça termine par un A. Donc ces petites planchettes, je peux les positionner ici et les empiler pour obtenir un léger poids. Alors ça, évidemment, c'est des planchettes très légères, hein. L'idéal, c'est plutôt une boule de pétanque. Mais j'utilise ces planchettes, pourquoi? Parce qu'il existe un moyen d'amplifier ces planchettes sans utiliser d'objets lourds. Et là, on va utiliser des petites planches qui ont été créées par Jean Delafoy, qui sont des petites planchettes rainurées, elles aussi, qui permettent d'amplifier, grâce encore à la technique des trous, donc d'amplifier la quantité de neutrinos, ou alors d'amplifier le lien avec le global, hein. J'utilise toujours les deux hypothèses de travail. Donc là, ici, on a une petite planchette qui va permettre d'amplifier à 24 000 UB. Là, de nouveau, on est encore à 24 000 UB, mais c'est grâce au rainurage au tétragramme, vous le retrouvez là au centre, hein, c'est un copier-coller de ma planchette. Mais on a aussi d'autres types de petites planches, par exemple celle-ci, voilà, qui elle va permettre aussi d'amplifier les choses, d'amplifier l'émission. Voilà, donc je mets encore une autre là, je vais les mettre toutes pour vous montrer. Voilà. Donc j'en ai testé énormément, hein. Là j'en ai aussi une de Jacques Ravatin, voilà, où il y avait un angle précis à respecter, donc je reviendrai dessus. Mais tous ces petits émetteurs là peuvent remplacer la boule de pétanque et peuvent effectivement amplifier l'émission de la planchette. Voilà, donc là si ça vous intéresse, je peux aussi vous en fabriquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, le mieux au début pour commencer, c'est de partir sur la boule de pétanque et puis de faire vos mesures avec l'échelle de Bovis pour voir si effectivement vous constatez, comme moi, l'augmentation de la densité, ce que j'appelle la densité énergétique de la planchette, c'est-à-dire le fait de passer de 55% de capacité d'émission à 100%, c'est-à-dire le plein potentiel de la planchette. Donc ça, c'était le deuxième cercle. Et le troisième cercle, c'est le cercle récepteur, c'est celui qui va, en fait, émettre perpendiculairement l'émission. Donc c'est ici que vous allez pouvoir positionner par exemple une photo témoin ou un objet à charger. Donc ça peut être un galet par exemple, hein, dans le cas par exemple du caillou Bubsy, je ne sais pas si vous connaissez ce petit caillou, c'est une technique qui a été popularisée par Roger de la Forest et mis en place par un monsieur qui s'appelait Bubsy, je crois de nom. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc vous pouvez ici mettre une pierre par exemple pour charger votre pierre de l'émission voulue. Vous pouvez y mettre, dans le cadre de la radionique, une photo d'une personne à traiter, hein. Donc toujours traiter une personne en phase magnétique en fonction de ses besoins, ça c'est à déterminer au pendule aussi. Donc voilà, nous avons un cercle nord qui est le cercle émetteur, le cercle central qui est le cercle amplificateur et le cercle sud qui est le cercle récepteur. Ensuite, on peut faire des montages en série des planchettes. Alors je vais vous montrer comment on fait.
Donc vous pouvez tout d'abord positionner votre planchette. Voilà, y mettre éventuellement la petite aiguille positionnée sur 180, là on aura du verre magnétique. Et puis en plus c'est là que sort l'émission réellement, hein. L'émission duoforme elle sort à 180 degrés du cercle, orientée au nord, magnétique, moins 5 degrés. Et ensuite on peut positionner donc une tablette jumelle, j'allais dire. Voilà. Donc vous voyez que on a ici le respect de la polarité, comme un aimant, nord et sud, nord-sud, et je vais pouvoir monter en série mes deux planchettes en positionnant ici, je ne me trompe pas, attendez, hop, je suis bien là, c'est ça, tout à fait, je positionne ici la planchette qui était alimentée avec du verre magnétique. L'émission ressort à la perpendiculaire, mais au contact du fil en cuivre, l'émission va suivre le fil, utiliser les spires. Les spires ont comment dire, une capacité d'amplification. Alors là, il ne fait pas assez de spires, il en faudrait au moins une douzaine hein, pour commencer à avoir un effet sur l'amplification de l'émission duoforme. Et je vais positionner l'émission générée par la planchette sur le cercle nord d'une seconde planchette. À ce moment-là, je vais avoir un montage en série et on va passer d'une émission de 24 000 UB avec une seule planchette à 48 000 UB. Et ça, c'est assez surprenant parce que les premières fois, j'avais pas forcément fait attention au fait que c'était du double. J'avais noté 24, 48 et c'est l'espace de quelques secondes que je me suis dit mais attends c'est le double et effectivement j'avais doublé ma capacité d'émission. Là effectivement les spires ne sont pas assez il n'y a pas assez de spires. Donc là j'ai pu réaliser un montage en série avec deux planchettes. On a donc un effet, l'effet étant d'augmenter la capacité de l'émission duoforme. Alors ça c'est une possibilité, mais on a aussi tout un tas d'autres petits jeux, on va dire, qui permettent de se rendre compte des émissions duoformes, de leur comportement. Et je vais vous en donner une en primeur. Il faut savoir que Jean Delafoy nous avait expliqué, et d'autres radiesthésistes aussi, que les menhirs se trouvaient sur des points bleus magnétiques. Ils sont très très difficiles à trouver parce que très petits, hein, c'est de l'ordre de 5 à 10 cm d'épaisseur pour les détecter, il faut vraiment tomber dessus et être très doué. Et moi n'étant pas forcément très doué en détection de couleurs, et pourtant souhaitant voir les effets d'un menhir, on va dire dans un cadre de laboratoire, hein, dans un cadre de test à la maison, comment je pouvais faire pour déclencher un menhir. Et alors là je me suis dit, effectivement, avec ma planchette, tu peux générer un point bleu artificiellement. Donc ici, pour cela, je vais aller mettre mon aiguille sur du bleu magnétique. Alors le bleu magnétique, il est ici. Hop, je le positionne là. On est toujours dans l'hypothèse que ma planchette est à 355 degrés nord magnétique. Donc au nord magnétique, moins 5 degrés. Et je sais qu'ici j'ai l'émission bleue. Alors ça, je m'étais amusé à le faire avec le docteur Laurent Souriau, j'avais été le voir chez lui, et on a fait le test pour générer un menhir, on va dire chez soi, en local. Et donc, comment on fait ? Il nous faut un dernier outil assez saugrenu de prime abord, mais qui va faire plaisir à certaines personnes, parce que ça va leur donner l'excuse d'aller se munir de cet objet, et vous allez rigoler. Jean Delafoy s'est rendu compte que la bouteille champenoise, voilà, donc on parle bien de la bouteille qui contient le champagne, donc qui est creuse, ici on a un petit creux là, qui a une forme bien particulière, qui ressemble un peu au pendule égyptien, et là je vous laisse à vos réflexions. Donc il s'est rendu compte que cette bouteille était polarisée de la bonne manière, c'est à savoir négative au goulot et positive ici au pied de la bouteille. Il s'est rendu compte qu'elle fonctionnait un peu comme un menhir. Elle avait cette capacité d'être polarisée de la même manière et donc d'attirer par le bas les émissions telluriques et par le haut les émissions cosmiques.
les émissions cosmiques étant positives, le goulot ici étant négatif. On a un jeu un peu similaire à l'électromagnétisme, et on va donc attirer ces flux cosmiques. On va attirer les flux grâce ici à la polarisation positive, les flux qui sont telluriques, on va les amener ici, et donc en positionnant sur le point bleu la bouteille de champagne, on va enclencher le phénomène de menhir. Donc là, vous allez pouvoir ici, par exemple, positionner de l'eau pour charger de l'eau avec la même capacité qu'un petit menhir, en fait. Hein. Donc là, après, je vous laisse travailler sur les recherches liées à l'amplification des planchettes, hein, ça c'est vous qui voyez, et aux tests liés à l'eau. Et Jean de la Foy, lui, se servait de la bouteille champenoise quand il avait trouvé un point bleu magnétique dans une ferme d'élevage. Il positionnait la bouteille champenoise sur ce point et il rééquilibrait l'ambiance du bâtiment à rééquilibrer. Et lui, en plus, il positionnait sur sa bouteille, ici, un galop, donc à savoir une grosse bille de verre qui permettait, du fait de la forme de la sphère, d'émettre l'ensemble des émissions duoformes tout autour de la sphère et de tourner en même temps que le parcours réalisé par le soleil. Et donc on rééquilibrait l'ensemble du bâtiment, et c'est comme ça qu'il a pu augmenter, soigner certains animaux, augmenter la production laitière des vaches. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un effet placebo, parce que les vaches n'étaient pas forcément au courant de ça, je ne pense pas qu'elles comprenaient ce qu'il était en train de faire, et les éleveurs, eux, étaient catégoriques, la production laitière, dans les heures suivantes, remontait par rééquilibrage grâce à la bouteille champenoise. Donc lui, il positionnait ça sur un point bleu magnétique naturel. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de positionner sur un point bleu magnétique qui, lui, était réalisé grâce à la planchette, et de constater effectivement on obtenait par ce montage assez simple, un peu saugrenu j'entends, mais la création d'un menhir. Donc moi je m'en suis servi pour charger de l'eau par exemple, quand j'avais travaillé avec l'IFRES, qui est une association spirit, qui prend des photos de visages d'origine inconnue via une brume qui est générée dans un appareil, et un appareil photo qui prend en photo cette brume. En positionnant, ensuite je leur ai donné l'eau qu'ils brumisaient, et effectivement ils ont constaté une augmentation de l'énergie vibratoire dans la pièce. Ça c'était indéniable pour eux, il y a eu un vrai effet. Donc voilà pour le petit cadeau de fin de vidéo, donc pour une petite expérience. Et puis je veux un petit peu titiller votre curiosité en vous montrant ce que moi j'ai, puisque aujourd'hui je travaille un peu sur le réseau Hartmann via ces planchettes. Alors voilà avec quoi je travaille maintenant. Je travaille avec ce qu'on appelle un Mathusalem. Donc c'est cette bouteille de champagne là, mais vous voyez, avec une contenance, je crois que ça doit être du 5 litres. Voilà, donc là on a une bouteille champenoise géante. Donc j'ai des planchettes beaucoup plus grosses maintenant. Donc là je m'en suis servi sur le réseau Hartmann de mon jardin. Pour voir un petit peu l'effet d'un menhir chez soi, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc ici se termine la vidéo. J'ai conscience que c'était assez amateur parce que j'ai pas vraiment de moyens pour avoir une caméra et tout ça, mais j'espère au moins que le fond du sujet vous a permis de compenser la qualité de la vidéo. Et puis je vous invite à venir voir notre travail sur notre site internet de l'association GEPI, sur le www.gepi, alors GEPI ça s'écrit GEEPI.fr. Donc là vous aurez l'ensemble de nos recherches concernant les tablettes cercles réciproques, mais aussi nos enquêtes dans le domaine de l'ufologie, du paranormal au sens général, et notre philosophie de recherche, à savoir essayer d'allier la science à la recherche spirituelle, sans dogme, sans religion. On est complètement réfractaire à tout ça. Nous on est dans un cadre de recherche sain, essayer de comprendre notre environnement et d'ouvrir une fenêtre sur les phénomènes inexpliqués. Merci à vous et à bientôt.